It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Tony Beats est éliminé et Parker Schnabel peut presque savourer sa chance. Le mineur chevronné vient d'être expulsé d'une concession importante. Et voilà que le gisement aurifère tant convoité est à prendre. Parker n'hésite pas. Il donne le signal et son équipe se déchaîne comme une tempête. Les moteurs vrombent, les pelles s'enfoncent dans le sol froid et le camp s'anime d'une effervescence soudaine. L'air vibre d'urgence, des cris résonnent, le métal cliquette et la poussière, baignée par la faible lumière du soleil, prend une teinte dorée. Selon des sources internes, l'interdiction soudaine dont a été victime Tony n'a pas seulement bouleversé ses plans, elle a aussi laissé derrière elle une fortune encore enfouie sous une terre vierge. L'équipe de Parker se lance à corps perdu dans le gisement, exploitant des couches de minerais aurifères que Tony n'avait jamais eu l'occasion de toucher. En fin d'après-midi, les camions croulent sous le poids du minerai frais, chaque chargement scintillant de promesses. Les observateurs, de loin, pensent qu'il s'agit peut-être du coup le plus audacieux de Parker à ce jour. Tandis que les hommes de Parker s'enfoncent toujours plus profondément dans la concession, Tony ne peut qu'observer de loin, l'or lui échappant comme la neige fondante. Le début des ennuis. Tout a commencé juste avant l'aube. Le contremaître de Tony est entré dans la mine et s'est figé sur place. La grosse drag, cette bête de métal qui avait creusé le sol gelé pendant des années, était immobile. Sa coque luisait sous le faible soleil du nord, mais des sceaux rouges du gouvernement, apposés sur son châssis, flottaient au vent froid comme des drapeaux d'avertissement. Les moteurs étaient à l'arrêt, les pompes coupées, les durites sectionnées, les réservoirs de carburant vidés. Ce n'était pas un simple retard, mais un arrêt complet et brutal. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la vallée en quelques heures. Des mineurs des camps voisins escaladaient les crêtes pour observer la situation, pointant du doigt et chuchotant. Certains affirmaient que les inspecteurs avaient découvert des tranchées d'expansion illégales. D'autres prétendaient qu'il s'agissait d'une manœuvre politique et non d'un problème de droit environnemental. Une anecdote racontait même que Tony avait balayé d'un revers de main un avertissement officiel, d'un grognement habituel. « Vous ne me dites pas où creuser ». Et pendant des années, Tony Beats avait été l'incarnation même de la rébellion du Yukon, un homme qui avait bâti son propre empire de glace et de fer. Mais cette fois, le système a riposté. Le grondement qui jadis résonnait jour et nuit s'était tu. Les machines restaient figées, la vapeur s'échappant de leurs cheminées comme des fantômes. Les équipes, le visage éclairé par les flammes, se rassemblaient autour de feux de joie et parlaient à voix basse. Tony était introuvable. À des kilomètres de là, dans une caravane chauffée, un autre mineur, de l'autre côté du Klondike, lisait en boucle un titre d'actualité, « Opération Betteraves suspendue indéfiniment ». Parker Schnabel se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. Son équipe l'observait, attendant une réaction. Pendant un long moment, rien ne bougea, hormis le léger frémissement du ventilateur de chauffage. Puis, lentement, Parker esquissa un sourire. Nul besoin de mots, et chose étonnante, tous les présents comprirent le sens de la situation. L'histoire fit le tour des forums miniers, des stations de radio et des réseaux sociaux du Nord. À Dawson, les bars étaient bondés de mineurs qui débattaient autour de bières. Certains disaient que Tony était allé trop loin, d'autres parlaient de chasse aux sorcières. Quelqu'un a même frappé du poing sur le comptoir. Vous croyez qu'ils oseraient faire ça à Parker? Jamais de la vie. Tony a effrayé les mauvaises personnes. Le rapport officiel indiquait que l'arrêt était dû à une surutilisation du système hydraulique et à des ordres de remise en état non exécutés. Cependant, une note de service divulguée révélait une autre version des faits. Une liste de plaintes secrètes concernant le bruit, le débit du ruisseau et même d'éventuels dommages à un site patrimonial. La dernière page, estampillée « Comité d'examen confidentiel », mentionnait des preuves provenant d'un tiers. Quelqu'un, peut-être un exploitant minier concurrent, avait influencé le dossier. Quand les journalistes ont coincé Tony devant le chantier gelé, il n'a pas mâché ses mots. La neige fouettait sa barbe tandis qu'il arrachait son casque. « Il me traite d'inconscient !»« Je suis là depuis plus longtemps que la moitié de ces bureaucrates ne sont nés », s'écria-t-il. « Vous voulez parler de pollution? Regardez ce que le gouvernement déverse depuis un siècle. Ils me choisissent parce que je ne leur lèche pas les bottes. » La vidéo est devenue virale en quelques heures. La moitié d'Internet l'a acclamée comme une légende qui s'est dressée contre le système. L'autre moitié se contentait d'observer, attendant de voir qui serait le prochain à connaître un succès retentissant. La moitié d'Internet considérait Tony comme une légende. L'autre moitié le qualifiait de hors-la-loi imprudent qui avait finalement franchi la ligne rouge.
Tandis que les chaînes YouTube et les podcasts miniers débattaient de sa chute, Parker Schnabel restait seul dans son bureau. La lumière était tamisée et des cartes recouvraient son bureau comme des plans de bataille. Il ne s'emportait pas sur Internet ni ne réagissait aux gros titres. Il réfléchissait tranquillement, posément. Sur son ordinateur portable, des images satellites superposées brillaient. Rousseau, canaux de drainage, limites de concession et routes d'accès. Au center, un contour rouge se détachait plus intensément que les autres. Beats Creek, ce même chenal qui, jadis, avait fait de Tony le roi du Nord, cette couronne pendait désormais, attendant celui qui serait assez courageux pour la revendiquer. À minuit, Parker convoqua son contremaître principal. L'atmosphère était tendue. Si Tony est éliminé, dit-il d'un ton calme et assuré, le terrain est à prendre. Quelqu'un va bien devoir le faire fonctionner. Pourquoi pas nous? Personne ne parle. Ces hommes échangèrent des regards incertains. Parker déploya alors une nouvelle carte, où figuraient en couleur les itinéraires de ravitaillement, la logistique de l'usine de lavage et les lignes d'excavation. Chaque étape était déjà planifiée. Il n'avait pas improvisé. Il l'attendait avec impatience. L'équipe a travaillé toute la nuit, calculant et envisageant différents scénarios. Combien de temps faudrait-il pour déplacer l'installation de lavage? Combien de camions faudrait-il détourner? Combien de personnes faudrait-il pour remettre en marche une fosse à l'arrêt? Toutes les réponses convergeaient vers la même conclusion. Cela pouvait se faire rapidement. À 3 heures du matin, 2 éclaireurs se dirigeaient déjà vers le nord à bord de camions banalisés. Officiellement, ils effectuaient une étude environnementale. En réalité, leur mission consistait à cartographier Beats Creek, à repérer les routes ouvertes et à recenser les points d'accès non gardés. La chute d'un roi. Alors que l'aube pointait sur Dawson City, l'assistant de Parker déposa un dossier sur son bureau. Il s'agissait d'un projet de proposition visant à revendiquer le terrain abandonné. Parker ne leva même pas les yeux de son café. « Envoie-le », dit-il. À des kilomètres de là, Tony Beats hurlait toujours au téléphone, la voix rauque de froid et de colère. « Papier, audiences, apples, peu importe », aboya-t-il. La bureaucratie avançait à pas de tortue, mais Parker n'attendit pas. Oh, Klondike, l'occasion ne se présente jamais 2 fois. La neige tombait doucement et lentement sur la cour déserte de la concession de Tony, comme les cendres d'un feu qui s'éteint. La mine qui jadis rugissait plus fort que le tonnerre était désormais silencieuse. Ses ouvriers se tenaient là, au milieu des machines gelées, leur souffle s'évaporant dans le froid. Les chaînes et les rubans de signalisation qui barraient les portes disaient tout haut ce que personne d'autre n'osait dire. C'était fini. Les excavatrices et les camions bennes, jadis animés par la chaleur et le mouvement, ressemblaient désormais à des fossiles d'un autre âge. Tony traversa la cour à toute allure, ses bottes crissant sur la glace, le téléphone collé à l'oreille. Il alternait entre l'anglais, le néerlandais et le frénésie. « Vous avez fermé mon terrain sans prévenir. »« Vous appelez ça une procédure régulière ?» hurla-t-il dans le vent. Sa voix résonna entre les carcasses d'acier de ses machines. Des mécaniciens étaient assis dans le hangar, entourés de fûts d'huile et de piles de rapports d'inspection. Les rapports, les citations et les photos étaient tous tamponnés et signés. Tony en a saisi un, l'a déchiré en 2 et l'a jeté au sol. Les caméras de l'équipe de production suivaient à distance, enregistrant chaque seconde. Quand Tony donna un coup de pied dans un tuyau gelé, celui-ci se brisa avec un craquement sec, et le bruit résonna comme un coup de feu. Il se retourna vers la caméra, les yeux flamboyants. « Ils veulent du spectacle! » ruguait-il. « Je vais leur offrir un spectacle. » De l'autre côté de la vallée, le silence fut rompu par un grondement sourd. Les camions de Parker avançaient, leur jaune vif contrastant avec la neige. Ils roulèrent en formation, transportant de lourdes machines en direction de Beats Creek. La nouvelle frappa Tony comme un coup de poing. Leur main n'était pas seulement fermée, elle était remplacée. Personne ne s'attendait à ce que Parker agisse aussi vite. Quelques heures seulement après la fermeture, ses avocats avaient déposé de nouveaux documents sous un nouveau nom, Klondike North Ventures. Officiellement, il s'agissait d'une entité distincte. En réalité, c'était l'arme la plus efficace de Parker, un bouclier pour récupérer ce que Tony avait perdu. Les documents étaient impeccables. Chaque signature, chaque clause, chaque étape avait déjà été préparée. L'équipe de Parker avait tout préparé, attendant ce moment précis. Lorsque le gouvernement a claqué la porte de Tony, Parker n'a eu qu'à en franchir une autre. Et tandis que la machine de Tony restait muette sous le gel, la nouvelle équipe de Parker commençait déjà les travaux quelques kilomètres plus à l'est. Les moteurs vrombissaient, la poussière d'or volait, et l'Empire passait d'une main à l'autre.
Parker Schnabel avait patiemment attendu son heure. Mais lorsque le moment fut venu, il agit avec une précision chirurgicale. Alors que la plupart des acteurs du monde minier colportaient encore des rumeurs sur la fermeture de Tony Beats, Parker avait déjà commencé à racheter les petites concessions minières qui entouraient celle de Tony. Sur le papier, elles paraissaient insignifiantes. De simples chemins d'accès étroits, des canaux d'écoulement et des terrains annexes auxquels personne ne prêtait attention. Mais pour Parker, c'était un des points de passage stratégiques. En possédant ces parcelles de terre, il acculait Tony sans jamais franchir de limite de propriété. C'était comme resserrer un piège. Si Tony parvenait à faire appel de son interdiction, il n'aurait plus d'espace pour s'agrandir, plus de voies de circulation, et aucun moyen légal d'évacuer les eaux de ruissellement. Parker avait érigé une barrière de paperasse et elle s'est refermée très vite. Les routes de Hall s'étaient élargies pendant la nuit sous le grondement des bulldozers qui fendaient de la neige. Des lignes électriques serpentaient vers la vallée gelée. Des groupes électrogènes portables arrivaient en convoi. L'équipe logistique de Parker gérait tout depuis une remorque mobile illuminée par des écrans et des radios. Leurs voix crépitaient sur les ondes, rapides et assurées. Dès la deuxième nuit, la vallée brillait comme un terrain de sport sous les projecteurs. Les nouvelles machines de Parker vrombit à moins d'1 kilomètre de la concession abandonnée de Tony. Le contraste était saisissant, tandis que la drague de Tony, à moitié enfouie sous le gel, restait plongée dans l'obscurité. Les excavatrices de Parker illuminaient la neige comme l'aube. Un drone a capturé la scène du ciel, deux mondes côte à côte. À l'ouest, l'empire silencieux de Tony. À l'est, le royaume flambant neuf de Parker. En moins de 72 heures, le bourdonnement des machines de Parker remplaça le silence laissé par Tony. Du haut d'une crête rocheuse dominant la vallée, Monica Beat observait. Son souffle embuait l'air froid tandis qu'elle serrait ses jumelles. Les lumières en contrebas lui piquaient les yeux, déchirant l'obscurité. « Il n'a pas perdu une seule seconde », murmura-t-elle en baissant les lentilles. Sa mâchoire se crispa. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'affaires, mais d'une véritable intrusion. Un roi en exil. Dans sa caravane, Tony Beat examinait une table recouverte de cartes, de titres de propriété et de plans géologiques. Sa famille et les membres les plus anciens de son équipe l'entouraient, silencieux et dans l'attente. Il pointa un doigt ganté au centre d'une carte. « S'ils veulent se battre, dit-il, ils l'auront. » Le silence se fit dans la pièce. Personne ne le contredit. Tony prit son téléphone satellite et commença à passer des appels. Ils entendirent des voix d'un autre temps. Des hommes qui avaient creusé à ses côtés autrefois. « Tu as encore ces pompes? C'est tuyau? » demanda-t-il d'un ton calme. « My ferme. Je pourrais en avoir besoin. » Il traça du doigt vers le sud sur la carte, jusqu'à un étroit ravin qu'il avait prospecté des décennies auparavant et abandonné. « Personne ne surveille cet endroit, » a-t-il dit. Ni cameras, ni inspectors. On s'est installé là, à petite échelle, sans laisser de traces écrites. J'ai compris. Tony ne parlait pas d'un appel. Il préparait quelque chose en secret, une opération clandestine sans permis ni contrôle. Les jours suivants, ces hommes de confiance commencèrent à disparaître du camp principal par deux. 2 hommes partis une nuit, 3 la suivante. Des camions sortaient au clair de lune, leurs logos recouverts de peinture, leurs plaques d'immatriculation incrustées de boue, des fûts de carburant étaient chargés silencieusement et leurs étiquettes effacées. La rumeur courut rapidement à travers le Yukon que Beats était de retour et que personne ne pouvait abattre un homme comme lui, et c'était vrai. Tony avait bâti sa vie en défiant les règles. Pour lui, chaque montagne était un défi et chaque loi un obstacle de plus. La fermeture des services publics n'a fait que renforcer sa détermination. Un nouvel empire voit le jour. Pendant ce temps, le monde de Parker vibrait de progrès. Des bulldozers nivelaient le terrain. Des tapis roulants s'étendaient sur la plaine comme des rubans d'argent. Des stations de lavage grondaient au bord de la rivière. Son premier essai de lavage déversa des flocons grossiers qui scintillaient à la lumière. Un gravier riche, le gisement même que Tony lui avait promis de couronner roi. Pour Parker, c'était de la consécration. Chaque nuit blanche, chaque risque pris portait déjà ses fruits. Pourtant, bientôt, une atmosphère étrange s'installa. Un matin, les détecteurs de mouvement du périmètre sud clignotèrent en rouge. Un mouvement avait été détecté. L'équipe a vérifié les caméras, mais n'a rien vu d'autre que de la neige et du brouillard. La nuit suivante, des traces de pneus sont apparues sur la crête, là où aucun camion de la compagnie n'était passé. Au début, Parker n'y a pas prêté attention. Peut-être des chasseurs, peut-être des enfants. Quelques jours plus tard, l'un de ses contremaîtres s'est figé pendant la réunion matinale. « C'est quoi ce truc ?» a-t-il demandé en pointant le ciel.
Un drone planait dans le ciel pâle, silencieux et immobile, encerclant leur nouvelle station de lavage. Ce n'était pas un des leurs. « À qui est-ce que drone » cria quelqu'un. L'équipage se précipita dehors, le regardant s'éloigner dans la brume. Parker sortit de la caravane, une tasse de café à la main, le regard froide. Il ne posa aucune question. Il n'en avait pas besoin. Tout à l'ouest, à la lisière de la forêt, Tony Beats se tenait près de son pick-up, le vent faisant claquer son manteau. Il tenait une manette entre ses mains gantées, les yeux rivés sur le petit écran. La retransmission en direct montrait la vision de Parker avec une netteté remarquable. Les excavatrices, les conduites de carburant, le rythme des camions roulant en formation. Tony Sauret, un sourire amer et discret. « Belle installation! »« Gammon » murmura-t-il. « Voyons combien de temps ça dure. » La tempête du Klondike. Alors que l'hiver s'intensifiait, la rivalité entre les deux camps devint électrique. Le ciel du Yukon restait pâle et froid, mais sur Internet, l'incendie se propageait. Les mineurs du Nord échangeaient des rumeurs. Les forums regorgeaient de théories. Tony se remettait-il vraiment à creuser? Parker était-il trop près de son ancienne concession? La neige s'amoncelait, étouffant les bruits de la vallée. Pourtant, sous cette surface blanche et calme, deux forces étaient à l'œuvre. L'une à la lumière du jour, l'autre dans l'ombre. L'empire de Parker resplendissait de l'égalité et d'ambition. La rébellion de Tony couvait dans l'ombre, et tandis que les projecteurs illuminaient les plaines gelées, la frontière entre l'ancien et le nouveau roi s'estompait dans la nuit. Ces deux hommes poursuivaient le même ordre, le même rêve, mais un seul serait encore debout au dégel. Avant même que le soleil ne se lève sur Dawson City, Internet s'est enflammé. Des hashtags comme Justice pour Beats ont envahi toutes les plateformes en quelques heures. Les sections de commentaires étaient saturées de fureur et d'incrédulité. Les fans réclamaient des explications, persuadés que le soi-disant roi du Klondike avait été enterré sous le poids de la politique et non d'erreur. De vieilles vidéos refined surface, montrant Tony donnant des ordres, transportant de la boue, riant sous les blizzards. Elles se répandirent comme des bannières de guerre, rappelant d'un homme qui avait bâti sa fortune sur la terre gelée et sa volonté de faire. « Dites ce que vous voulez », pouvait-on lire dans un message. Mais Beats a bâti cet endroit à partir de rien. D'autres ont répliqué avec la même vigueur. Les défenseurs de l'environnement ont pris la parole en masse, affirmant que la fermeture était attendue depuis trop longtemps. Ils ont diffusé des images prises par drone du site de Tony, montrant des flaques de pétrole scintillantes à côté des résidus miniers et de sombres tranchées creusées dans la glace. Ce n'est pas de l'exploitation minière, a écrit une militante, c'est de la destruction. Pour la première fois depuis des années, Tony Beats n'était plus un mineur comme les autres. Il fit la une des journaux nationaux. Tandis que le nom de Tony était omniprésent, l'image de Parker Schnabel commençait à se fissurer. La moitié du public le considérait comme un prodige, un homme qui agissait vite là où les autres restaient paralysés. Les autres le traitaient de vautour se repaissant du cadavre de son rival. Il n'a pas attendu que les choses se calment. Écrivait un blog. Il a attisé les tensions lui-même. Même les propres partisans de Parker commencèrent à s'inquiéter. Reprendre le flambeau de Tony semblait déplacé, comme franchir une limite infranchissable. Pourtant, Parker ne ralentit pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Au Yukon, hésiter équivalait à capituler. Il avait dit un jour à son équipe que la Terre ne récompense que ceux qui agissent les premiers, et cette fois, il comptait bien le prouver. Cameras, chaos at or liquid. De retour au bureau de production de Gold Rush, le chaos s'est transformé en or liquide. Les audiences ont explosé. Les dirigeants y ont vu une occasion en or. Ils ont dépêché des équipes de tournage vers le nord avant même la fin des chutes de neige. Le ciel du Klondike était sillonné de drones. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Les producteurs avaient déjà réécrit l'intrigue de mi-saison. Désormais, il n'était plus question d'exploitation minière, mais de guerre. Des images préliminaires ont fuité en ligne. On y voit Parker face à face avec un inspecteur du gouvernement. Le vrombissement des machines couvre leurs paroles. « Alors, Parker cria, sans embâge, ce n'est plus le terrain de Beats. » L'expression de l'inspecteur ne laissait aucun doute. Ce qui se passait là-bas dépassait largement le cadre de l'or. L'affaire a viré au massacre. Alors que Parker semblait avoir pris l'ascendant, tout a basculé. Un ancien employé de Beats, resté anonyme mais manifestement proche de l'entreprise, a divulgué des photos à un journal local. Les images montraient des barils rouillés empilés dans une fosse à moitié enterrée. Chaque fût était marqué d'un pochoir rouge, Residus de cyanure. Ne pas ouvrir. Quelques heures plus tard, l'affaire faisait grand bruit. Les gros titres annonçaient « Déchets toxiques à la mine de Beats ». « Dissimulation environmental ». Les émissions de débat et les forums se sont enflammés.
Les groupes environnementaux ont crié au scandale, confirmant ainsi leur mise en garde. Les militants ont exigé des poursuites criminelles. Pour beaucoup, il semblait que le gouvernement du Yukon avait enfin mis la main sur un monstre. Acculé et furieux, Tony Beats a appelé une station de radio pour se défendre. « Ces barils ne sont pas à moi, » grogna-t-il. Ils étaient là avant même que je commence les travaux. On essaye de me piéger. Mais les preuves concordaient trop bien. Les enquêteurs ont trouvé des traces de pneus dans la ligne droite menant de la mine à l'aire de transport de Tony. Les registres de livraison de diesel correspondaient aux mêmes dates. Pour le public, l'affaire semblait close avant même d'avoir commencé. Les autorités du Yukon n'ont publié qu'une déclaration prudente. L'entourage de Parker est resté silencieux. Mais en coulisses, ses avocats ont agi rapidement, faisant pression sur les autorités pour que l'interdiction de Tony soit rendue permanente. Si le terrain reste verrouillé, a murmuré un initié, nous contrôlons tout ce qui y est lié, Lord Cachet. L'histoire prit alors une tournure inattendue. L'étude environnementale, censée confirmer la contamination, révélait tout autre chose. Des images satellites détectèrent une immense formation souterraine sous la parcelle gelée de Tony. Au départ, les autorités pensaient qu'il s'agissait de déchets résiduels. Mais lorsqu'une équipe de géologues a examiné les données, leur rapport a révélé une toute autre réalité. Sous le pergélisol se cachait un immense chenal ancien. Il s'agissait d'un lit de rivière enfoui, recouvert d'une épaisse couche de gravier intact. Les premières estimations laissaient entrevoir la présence de dizaines de millions de dollars d'or. La découverte fit l'effet d'un séisme dans les milieux miniers. La zone la plus riche du territoire était sous scellés gouvernementaux. Le filon se trouvait juste en dessous de la même parcelle de terrain que Tony avait perdue. Lorsque le contremaître de Parker a eu vent des données géologiques, il n'a pas hésité. De nouvelles foreuses furent chargées sur des camions avant l'aube. À la tombée de la nuit, ces engins de forage commençaient déjà à creuser le sol en périphérie. Si la loi lui interdisait d'exploiter la zone réglementée, il la contournerait. Chaque forage révélait un éclat incomparable. Une fine poussière d'or, aussi brillante que le soleil sous la lampe. Chaque carotte de forage murmurait le même message. Quelque chose d'important attendait juste hors de portée. L'équipe de Parker travaillait comme des possédés. Ils élargissaient la tranchée périphérique, suivant le tracé de l'or qui s'enroulait sous la ligne de démarcation gelée. Chaque relevé confirmait la qualité des données. Chaque nouvelle couche les rapprochait du cœur du gisement. Dans sa cabane, à des kilomètres de là, Tony était assis devant un petit feu. Les derniers rapports étaient étalés sur la table. Les chiffres lui crispèrent de la mâchoire. Il voyait désormais la vérité clairement. L'interdiction n'avait jamais été l'objectif final. C'était un appât. En verrouillant sa revendication, le gouvernement l'avait transformée en zone interdite. Et Parker, grâce à ses avocats et à ses arrangements discrets, avait utilisé cette barrière comme une armure. Il ne pouvait pas toucher à l'ancienne concession de Tony, mais il pouvait l'encercler, en saper les contours et récolter jusqu'à la dernière goutte. C'était une stratégie, un piège parfait déguisé en paperasse administrative. Tony se laissa aller en arrière, les yeux rivés sur les flammes. Parker ne l'avait pas seulement vaincu par la force ou l'argent, il l'avait vaincu par la patience. Et tandis que la lueur du feu vacillait sur le visage du vieux mineur, son expression s'édoucit. La partie n'était pas terminée. La neige allait fondre, le sol allait bouger. Et quand cela arriverait, le Klondike se souviendrait que Tony Beats n'avait pas perdu sans combattre. Le cours du Klondike. Tony se tenait seul dans son campement abandonné, des cartes étalées sur une table recouverte de givre. Des décennies de notes d'exploration, d'anciens relevés topographiques et de filons aurifères jonchaient le sol, vestiges d'un empire disparu. Son regard suivit la trame. Les foreuses de Parker épousaient les contours de l'ancien lit de la rivière, se rapprochant lentement des filons les plus épais que Tony avait découverts des années auparavant. Une certitude glaciale s'installa. Parker était en train de réécrire l'histoire. Revendication après concession. Forage après forage. Il minait Beats lui-même, y compris son héritage, sa réputation, sa domination même. Il n'en veut pas alors, murmura Tony. La lueur vacillante d'une lampe à pétrole projetant de profondes ombres sur son visage. Il m'en veut à moi. Des whores. Dans la vallée, les projecteurs de Parker illuminaient la nuit comme un soleil figé. Les machines rugissaient, leurs moteurs grinçant contre le froid, arrachant glace et gravier aux abords de la concession de Beats. Chaque cliquetis métallique résonnait dans l'air immobile, comme un compte à rebours incessant jusqu'au moment où Parker atteindrait le filon souterrain. Son équipe travaillait sans relâche, le visage givré, le regard concentré. « Pas de frein! »
Aboya un contremaître, la voix rauque par-dessus le bourdonnement des foreuses. Chaque godet de terre aurifère les rapprochait du filon que Tony avait jadis cru inaccessible. Chaque coup de pelle, chaque carotte extraite de la terre gelée érodait un peu plus la revendication de Beats, du moins en apparence, même si elle n'était pas encore inscrite sur les papiers. Mais la nuit a apporté plus que du gel et du labeur. Des capteurs ont disparu. Des bornes topographiques ont été déracinées. Les tuyaux ont été mystérieusement sectionnés. Des drones ont enregistré des formes fugaces disparaissant dans la végétation. Les communications radio interceptées contenaient des mots inintelligibles, puis une voix claire. Ils ne le verront pas venir. Les deux camps s'accusent mutuellement de sabotage. Les réservoirs de carburant se vident, les roulements des chargeuses disparaissent et un éboulement soudain bloque la route d'accès au hall. À midi, la police locale est arrivée, aérophares allumés contre les bancs de neige. Ils ont parlé d'un conflit territorial qui s'envenimait, mais tout le monde connaissait la vérité. C'était la guerre, et l'or était le seul enjeu. Aucun des deux camps ne céda. Fierté, héritage et richesse s'entremêlaient, rendant la loi insignifiante face au vrombissement des moteurs diesel et des aciers. Tony changea de stratégie. Le prochain coup ne se déroulait pas dans l'arène, mais au tribunal. Ses avocats ont déposé une requête en référé exigeant la restitution de ses droits miniers, accusant le bureau territorial de saisie illégale. Ils ont mis en cause la société écran de Parker, Klondike North Ventures, alléguant une tentative concertée d'évincer les prospecteurs du secteur. Parker n'a pas hésité. Quelques heures plus tard, son équipe a répliqué en déposant des plaintes pour diffamation, ingérence et sabotage. La Cour suprême du Yukon est devenue l'arène, le procès un symbole de la guerre gelée dans la vallée. Dehors, journalistes, partisans et équipes de tournage se pressaient sur les marches du palais de justice. Les producteurs de Gold Rush ont surfé sur la vague d'enthousiasme, présentant le spectacle comme un contenu viral potentiel pour un public impatient. À l'intérieur, Tony, vêtu de sa veste noire usée, fixait Parker de l'autre côté de l'allée. Le sourire narquois habituel de Parker avait disparu. La tension dans la mâchoire de Tony était à son comble lorsque les témoignages se sont accumulés. Les agents environnementaux ont décrit des fuites, des permis manquants et des infrastructures endommagées. Les mécaniciens ont raconté des actes de sabotage sur les machines et des arrêts de production. Puis oui, la bombe a explosé. Des documents divulgués ont révélé la présence d'administrateurs communs entre la société, écran de Parker et le cabinet d'inspection environnementale qui avait mis fin aux activités de Tony. Un silence de mort s'est installé dans la salle d'audience. Parker avait-il manipulé l'interdiction dès le départ? Son ascension était-elle due à un conflit d'intérêts plutôt qu'à ses compétences? Ses avocats s'efforcèrent de présenter l'affaire comme une coïncidence plutôt que comme un acte de corruption. Cependant, le doute s'était installé. L'opinion publique se divise. Le génie de Parker fut remis en question. Son empire semblait moins fondé sur la stratégie que sur des manœuvres obscures. Les gros titres oscillaient entre admiration et indignation. Les partisans de Tony se sentaient vengés. Les écologistes se demandaient si la justice n'avait pas été manipulée. Le tribunal devint un théâtre de la perception, où le récit importait autant que les faits. Face aux preuves, à la frénésie médiatique et aux pressions politiques, le juge a reporté le verdict en attendant un examen plus approfondi. Les deux camps ont été temporairement suspendus, paralysés non seulement par la loi, mais aussi par la neige et les enquêtes. Des camions étaient à moitié ensevelis sous les congères. Le matériel restait inactif. Le Klondike était plongé dans un silence de mort, un silence qui suit la tempête. Dans son atelier vide, Tony, assis au milieu de pièces de drague rouillées, contemplait une vieille photographie. Louis et sa famille, souriant devant Paradise Hill, avant que le chaos ne les engloutisse. Il caressa l'image du doigt, la voix basse et posée. « Ils croient que j'en ai fini? » Il n'en avait pas fini. Avec une facture de carburant comme support de fortune, il commença à esquisser des plans. Il s'agissait de lignes pour de nouvelles écluses, des canaux cachés et des voies d'eau alternatives. Dehors, le Klondike restait gelé. Mais à l'intérieur, les projets et la fureur de Tony Beats grondaient plus fort que n'importe quel projecteur. Il ne comptait pas seulement revenir, il comptait bien réécrire les règles. Parker avait revendiqué la périphérie, mais le cœur du territoire lui appartenait toujours, et il trouverait un moyen de l'atteindre. Personne ne connaissait le Klondike comme Tony. Chaque crête, chaque ravin, chaque chenal gelé lui murmurait des secrets. Chaque fosse abandonnée recelait des enseignements. Parker savait percer, pousser et manipuler des papiers, mais il ne pouvait pas voir ce que Tony voyait. Dans le silence du campement enneigé, la plume de Tony traça la dernière ligne d'un nouveau plan. La guerre n'était pas terminée.
Les revendications du Nord étant bloquées par des imbroglios juridiques, Parker reporta son attention sur le Sud. Il fit pression, mais l'enthousiasme avait disparu. Des rumeurs de délits d'initiés et de manipulation planaient sur lui. Les investisseurs restaient, mais la prudence planait sur chaque poignée de main. « Qu'il parle », a lancé Parker à un journaliste, haussant les épaules. Lore, Louis, n'en a cure. La commission minière du Yukon a lancé une enquête sur les 2 exploitations, promettant la transparence. Mais rares étaient ceux qui croyaient que l'affaire en resterait là. En coulisses, des observateurs avertis spéculaient que la hausse des coûts et le durcissement des réglementations environnementales pourraient contraindre même les plus farouches concurrents à envisager une coopération. Une alliance secrète entre Beats et Parker paraissait absurde, mais la survie au Klondike exigeait du pragmatisme. Au printemps, la querelle était déjà entrée dans la légende. Les habitants l'appelaient la guerre de l'or du Klondike. Les historiens l'ont comparée aux guerres de concessions minières des années 1890, et les passionnés l'ont traité comme un feuilleton avec des fouilles archéologiques. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était bien plus que de l'or. C'était un héritage. 2 hommes, trop obstinés pour abandonner, gravinrent leurs histoires dans la terre gelée. Tandis que le dégel progressait le long des ruisseaux, les 2 camps se préparaient à l'inévitable prochain assaut. Les vallées s'étendaient silencieusement entre eux, une arène glacée où 2 empires se préparaient à l'affrontement. Le vent du Yukon faisait trembler les pentes désertes et les canalisations gelées comme des eaux, porteurs d'un froid glacial qui transperçait l'acier et l'orgueil. Sous le pergélisol, sol, un courant doré attendait, intact et invisible, l'enjeu d'une guerre qui n'était plus une question de terre ou de profit. C'était une question de fierté, de pouvoir et de la loi tacite du Klondike. Hésitez, et quelqu'un d'autre vous arrachera votre rêve des pieds. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de suivre et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Avant de partir, veuillez regarder les autres vidéos affichées à l'écran. Merci d'avoir regardé.